Que feriez-vous si je vous disais que le voyage le plus important de l'histoire a commencé par une erreur de 11 000 kilomètres? En 1519, Ferdinand de Magellan convainquit le roi d'Espagne qu'il pouvait atteindre les îles aux épices en naviguant en territoire inconnu. S'ensuivit une odyssée de 3 ans marquée par des mutineries sanglantes, des navires disparus et des hommes contraints de manger du cuir pour survivre. Si vous aimez les récits de survie extrême, aimez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous pour ne manquer aucune aventure. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le Victoria a accompli l'impossible et changé le monde à jamais. Que le voyage commence. Voici le récit d'une aventure qui a bouleversé à jamais la perception que l'humanité a de sa propre planète. Une histoire d'ambition, d'erreurs astronomiques monumentales, de trahisons implacables et d'une endurance physique défiant toute logique. Voici l'incroyable histoire du premier tour du monde. Tout a commencé par une obsession. Les clous de girofle, la cannelle et la noix de muscade. Au 16e siècle, ces épices n'étaient pas de simples assaisonnements. Elles représentaient l'or de l'époque. Pour saisir l'ampleur du défi, il faut se rappeler qu'un seul sac de ces épices pouvait assurer le salaire d'un marin pour toute une vie ou permettre d'acquérir une demeure au cœur de Séville. Ferdinand de Magellan, navigateur portugais expérimenté et quelque peu mélancolique, nourrissait une théorie audacieuse. Se fondant sur des cartes anciennes dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient profondément inexactes, il pensait que les îles aux épices, les Moluques, étaient bien plus proches qu'on ne le croyait, à condition de naviguer vers l'ouest, en longeant le continent américain nouvellement découvert. Magellan présenta son plan au roi du Portugal, qui le rejeta avec dédain. Cependant, le jeune Charlemagne d'Espagne voyait en cet homme boiteux et obstiné l'occasion de briser le monopole portugais sur les routes maritimes orientales. Le 13 mars 1518, les capitulations furent signées à Valladolid. Magellan promit un passage vers le sud, un détroit reliant l'océan Atlantique à la mer du Sud. Les préparatifs dans le port de Séville furent frénétiques et marqués par l'espionnage. Le roi du Portugal envoya des agents saboter les navires, tandis que les marchands locaux hésitaient à confier leur argent à un capitaine étranger. Ce que personne ne savait, c'est que la carte de Toscanelli, sur laquelle Magellan s'appuyait, estimait la circonférence de la Terre à 29 000 km, alors qu'elle était en réalité de 40 000. Cette erreur de 11 000 km d'étendue d'eau inconnue allait sceller le sort de la majeure partie de l'expédition. Les cosmographes de l'époque ignoraient l'existence du vaste océan Pacifique et croyaient que l'Asie n'était qu'à quelques semaines de navigation après la traversée du continent américain. Le 20 septembre 1519, 5 navires, le Trinidad, le San Antonio, le Concepción, le Victoria et le Santiago, appareillèrent de Sanlúcar de Barrameda avec 250 hommes à leur bord. Ils transportaient des provisions pour 2 ans, mais le voyage durerait bien plus longtemps. Les cales regorgeaient de vin, de farine, d'huile et de milliers d'hameçons, mais elles portaient aussi en elles une tension palpable qui allait bientôt exploser. Peu après le départ, des tensions commencèrent à ronger la flotte. Magellan, chef secret qui refusait de partager ses cartes de navigation, s'opposa immédiatement aux capitaines espagnols, notamment à Juan de Cartagena. La méfiance était réciproque. Pour les Espagnols, Magellan était un Portugais susceptible d'œuvrer secrètement pour son roi. Pour Magellan, ses subordonnés étaient des conspirateurs potentiels, guettant la moindre erreur pour s'emparer du commandement. Après une escale aux îles Canaries et la traversée de la baie de Santa Lucia, où se situe aujourd'hui Rio de Janeiro, la flotte mit le cap au sud. Magellan explora chaque estuaire, chaque crique à la recherche du passage tant espéré. Les marins commencèrent à douter lorsqu'ils virent les côtes de plus en plus désolées et froides. L'hiver austral s'abattit sur eux dans la baie de San Julián, en Patagonie, et avec le froid vinrent de la faim et, finalement, la mutinerie. Dans la nuit du 1er avril 1520, les capitaines Quesada et Mendoza libérèrent Juan de Cartagena pour prendre le contrôle de l'expédition. Magellan, cependant, réagit avec une précision chirurgicale. Il réprima la rébellion avec une main de fer. Mendoza périt dans la mêlée qui s'ensuivit et Quesada fut exécuté publiquement pour servir d'exemple à l'équipage terrorisé. Juan de Cartagena et un ecclésiastique rebelle furent abandonnés sur une rive déserte, livrés à leur sort, avec pour seule ration un peu de pain et d'eau. Le message était clair. Dans ses eaux, il était maître de la loi. Peu après, l'expédition subit sa première perte matérielle. Le navire Santiago coula lors d'une exploration côtière pendant une violente tempête. L'équipage survécut miraculeusement en marchant pendant des semaines le long de la côte patagonienne. Ce n'est que fin octobre qu'ils découvrirent une ouverture dans le littoral qui semblait différente. Pendant des semaines, les navires s'aventurèrent dans un labyrinthe de fjords, de montagnes enneigées et de vents soufflant de toutes parts. Les nuits étaient éclairées par des feux allumés au loin par les indigènes, ce qui leur inspira le nom de Tierra del Fuego, terre de feu. À ce moment-là, le San Antonio déserta, profitant de l'obscurité pour regagner l'Espagne avec une grande partie des provisions. Magellan se retrouva avec 3 navires et un équipage au bord du désespoir.
En sortant du détroit le 28 novembre, ils découvrirent un océan d'un calme surnaturel. Ils le baptisèrent Pacifique. Mais cette paix était un piège mortel. C'est sidérant de penser qu'un seul des 5 navires est revenu, n'est-ce pas? La tension entre Magellan et ses capitaines était sur le point d'exploser en Patagonie. Avant de vous révéler comment ils ont survécu à l'hiver, je vous invite à partager cette vidéo avec un passionné d'histoire. Cela contribue à l'essor de cette communauté. Dites-moi aussi en commentaire, pensez-vous que Magellan était un héros ou un tyran? Votre avis est essentiel pour l'algorithme. Abonnez-vous et activez les notifications, car la suite concernant la traversée du détroit vous laissera sans voix. Croyant les Moluques tout proches, Magellan ne s'arrêta pas pour se ravitailler correctement. Pendant 3 mois et 20 jours, ils traversèrent le plus grand océan du monde sans apercevoir la Terre, sillonnant une étendue bleue qui semblait infinie. Pigafetta, le chroniqueur du voyage, décrivit des scènes d'horreur. Les hommes mangeaient de la sciure de bois, des morceaux de cuir provenant du gréement trempé dans l'eau de mer et des rats vendus comme mets de choix aux marins les plus affamés. Le scorbut commença à faire des ravages, enflant les gencives des hommes au point qu'ils ne pouvaient plus avaler la moindre bouchée. Lorsqu'ils atteignirent enfin les îles Mariannes, puis les Philippines, en mars 1521, les survivants n'étaient plus que des squelettes, à peine capables de tenir debout. Au lieu de se diriger directement vers les épices, Magellan s'engagea dans des conflits locaux pour gagner les faveurs des chefs indigènes et de la couronne espagnole, tentant d'évangéliser les tribus par la force. Ce fut sa dernière erreur. Le 27 avril, sur l'île de Mactan, Magellan fut tué lors d'une escarmouche contre les guerriers du chef Lapu-Lapu. Le capitaine général, celui qui avait tout sacrifié pour y parvenir, périt noyé tandis que ses hommes s'enfuyaient vers les bateaux. Il ne vit jamais les îles aux clous de girofle. Après la mort de Magellan et la trahison qui s'ensuivit à Cebu et décima encore davantage le corps des officiers, les survivants durent incendier le Concepcion, faute d'hommes pour le manœuvrer. Il n'y avait plus assez de monde pour hisser les voiles de 3 navires. Seuls 2 restaient, le Trinidad et le Victoria. C'est alors qu'apparut Juan Sebastián Elcano, un marin basque qui avait commencé le voyage comme simple officier suspect, mais dont l'expertise technique représentait désormais leur seul espoir de retour vivant. Le 8 novembre 1521, les navires jetèrent un temps fin l'ancre à Tidor, dans les Moluques. Après 2 années d'épreuve, ils avaient atteint leur objectif initial. Dans une joie fiévreuse, ils chargèrent les cales de clous de girofle, mais un nouveau problème surgit. Le Trinidad prenait l'eau de façon alarmante et ne pouvait plus naviguer. Il fut décidé que le Trinidad tenterait de traverser le Pacifique pour rejoindre l'Amérique après avoir été réparé, tandis que le Victoria, sous le commandement d'Elcano, tenterait l'impensable, regagner l'Espagne en naviguant vers l'ouest. Ce fut une fuite désespérée. Elcano décida de naviguer à travers le sud profond de l'océan Indien, loin des routes commerciales habituelles, pour échapper aux patrouilles portugaises qui avaient reçu l'ordre de les couler. Pendant des mois, le Victoria fut une épave prise dans des tempêtes gigantesques qui menaçaient de briser sa coque. La faim revint, atroce, et ils ne purent débarquer en Afrique de peur d'être capturés. Le scorbut frappa de nouveau avec une violence inouïe, emportant vie après vie alors qu'ils doublaient le cap de Bonne-Espérance. Le 6 septembre 1522, un navire fantomatique, aux voiles rapiécées et à la coque recouverte d'algues, entra dans le port de Sanlúcar de Barrameda. C'était le Victoria. À son bord se trouvaient 18 hommes affamés et malades, à peine capables d'embrasser le sol. Ils transportaient avec eux quelque chose de plus précieux que les clous qu'ils avaient dans leur cale, la preuve irréfutable que la Terre était ronde et que tous les océans ne formaient qu'une seule et même masse d'eau. Juan Sebastián Elcano écrivit au roi Charles Ier pour l'informer qu'ils avaient fait le tour du monde. L'expédition, initialement destinée à trouver une route commerciale, offrit à l'humanité la première vision globale de la planète, repoussant les limites de la géographie antique. Ces 18 hommes avaient accompli ce qui semblait impossible, concluant 3 années d'épreuves que nous considérons aujourd'hui comme le plus grand exploit maritime de l'histoire. L'expédition Magellan-Elcano n'a pas seulement rapporté des épices, elle a prouvé que nous vivons dans un monde globalisé. Ces 18 survivants ont accompli le plus grand exploit maritime de tous les temps, démontrant que la volonté humaine est sans limite. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour continuer à explorer les grands mystères de l'humanité. Partagez ce contenu sur vos réseaux sociaux pour que davantage de personnes puissent découvrir le courage d'Elcano. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle aventure passionnante. N'hésitez pas à commenter votre passage préféré.